Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une collaboration sur le livre How the West Grew Rich, en traduction Comment l'Occident est devenu riche. Alors, nous avions exploré les fausses pistes, à savoir ce qui est souvent dit aujourd'hui dans les journaux et les médias, et qui aurait soi-disant enrichi l'Occident par le passé, puis nous avions identifié les véritables pistes. Cependant, il manquait des étapes majeures pour comprendre pleinement comment l'Occident s'est enrichi. Pourquoi l'Occident est-il devenu si riche en si peu de temps? Et pourquoi n'avait-il jamais atteint un tel niveau de richesse auparavant? C'est ce que nous allons examiner ici en vidéo. Alors, la vraie question c'est quoi, si je puis me permettre? La question c'est comment l'Occident s'est enrichi? Ou finalement, comment l'Occident est parvenu à s'enrichir aussi rapidement, à savoir 200 ans? Pour comprendre comment l'Occident est devenu prospère, l'auteur explore une époque où cette région était encore pauvre, très pauvre même, au point d'être surpassée par d'autres civilisations comme la Chine. Il remonte jusqu'au Moyen-Âge pour analyser les causes de cette situation et la manière dont l'Europe, marquée par un système rigide, a progressivement amorcé un chemin vers la richesse. Donc, il parle d'un système figé et hiérarchisé. L'auteur compare la société médiévale à un système de caste, dans lequel la majorité des individus n'avaient aucune chance d'ascension sociale. L'autorité du roi et des seigneurs s'apparentait à celle d'un berger sur son troupeau ou d'un père sur sa famille. Cette structure paternaliste offrait une forme de sécurité collective, mais limitait l'individu à son rôle prédéterminé au sein de la communauté. En d'autres termes, chaque personne avait un emploi assigné dès la naissance, sans possibilité de choix ni de réussite personnelle en dehors des voies tracées. Chacun a sa place, et les moutons seront bien gardés, comme dit l'expression. Alors il y a trois causes de la pauvreté de l'Occident médiéval. On identifie trois facteurs principaux pour expliquer l'économie de la société pauvre de l'époque médiévale en Occident. En premier, il y a la sphère politique et économique. Le système féodal était fondé sur une union politique mais non économique. Dans ce système, le paysan offrait son travail au seigneur qui lui fournissait protection en retour. Ce lien reposait avant tout sur un échange de services et non sur des échanges économiques ou commerciaux. De plus, l'économie rurale dominait sans espace pour un véritable marché financier ni pour le développement économique individuel. Cette absence de marché et de liberté pour l'initiative personnelle privait la société de moyens d'enrichissement. En point numéro 2, number 2, la généralisation du métier de laboureur. Le modèle économique médiéval reposait presque exclusivement sur l'agriculture, au détriment d'autres métiers et secteurs économiques. Les possibilités professionnelles étaient limitées et les paysans constituaient la majorité de la population active. Le modèle féodal favorisait une économie locale et autosuffisante. La production et la consommation étaient en grande partie limitées aux besoins immédiats de chaque seigneurie, ce qui freinait l'émergence d'un commerce plus large et de réseaux économiques diversifiés. Donc ces trois facteurs contribuaient à la pauvreté de l'Occident médiéval. Mais progressivement, de nouvelles structures économiques vont se mettre en place. Par exemple, les guildes, comme la guilde de la Hanse, donc les guildes économiques marquent un premier éloignement du système féodal. Ces corporations de métiers introduisent un système de spécialisation et de régulation du travail, offrant un espace pour les premiers artisans commerçants. Par ailleurs, la société marchande, stimulée par le commerce international, commence à remodeler la vision traditionnelle de la féodalité. Le commerce entre régions et nations favorise un début de marché et de système financier permettant à certains d'accumuler des richesses et d'investir. Cette évolution amorce une société dans laquelle les échanges économiques gagnent en importance. Donc vous le comprenez, c'est une société qui est en mutation petit à petit. Est-ce que vous mutez, vous, comme cette société en mutation? Dites-le moi en commentaire. L'Europe médiévale, sur le point d'entrer dans une ère de prospérité au XVe siècle, restait marquée par des coutumes et des règles ancestrales. C'est normal, on ne change pas du jour au lendemain.
Ces structures politiques et économiques, que ce soit dans les manoirs féodaux et les corporations de métiers, étaient enracinées dans des formes sociales anciennes, comme la famille, la tribu ou le foyer. Les institutions de l'époque valorisaient la communauté avant l'individu et toute réussite personnelle devait s'inscrire dans un cadre collectif. Mais, avec les inventions comme celle des horloges et l'essor des échanges commerciaux, la société évolue vers un nouvel ordre où stratégie et calcul économique commencent à supplanter les coutumes rigides. Ici, on le voit, on voit comment l'Occident, malgré ses lourdes traditions, amorce son émancipation vers une société plus dynamique et tournée vers l'enrichissement, créant ainsi les bases de la prospérité qui allait caractériser l'Europe dans les siècles suivants. Il y a également un point essentiel, qui sont les sources du développement économique de l'Occident. On va voir ça plus en profondeur. Dans son évaluation des facteurs ayant conduit au développement économique de l'Occident, l'auteur met en lumière le rôle central de l'invention technologique dans l'évolution des institutions, parfois pour corriger des erreurs ou combler des lacunes essentielles. Au fur et à mesure que de nouvelles activités économiques émergeaient en Europe occidentale, elles devaient bâtir leurs propres institutions, soit en solitaire, soit en lien avec le pouvoir politique. Ces institutions qui ont fini par ouvrir la voie au capitalisme étaient fortement ancrées dans le contexte urbain. Wow. L'auteur souligne l'étroite connexion entre le commerce et le développement des villes. Dans une époque marquée par des communications lentes, la croissance des activités commerciales, en dehors des liens de parenté, ne pouvait s'opérer qu'en milieu urbain. Les villes représentaient des lieux où les individus possédaient les connaissances et compétences nécessaires pour établir des entreprises. Les centres urbains comme Florence, Londres et Amsterdam sont ainsi devenus des foyers pour des innovations essentielles comme l'assurance, qui permettaient de répartir les risques entre commerçants au sein des marchés urbains. De même, l'établissement et la reconnaissance légale des contrats commerciaux requéraient une communauté suffisamment vaste pour soutenir un système de lois, de juges et d'arbitres spécialisés. Par exemple, la transition des lettres de change vers les banques de dépôt n'a pu se faire que grâce à la confiance établie entre les commerçants et les banquiers dans leur propre ville, avant de se diffuser plus largement dans d'autres secteurs. Il y a également la formation des États-nations en Europe, qui n'est pas spécifiquement un phénomène urbain, mais certaines cités des États italiennes, ainsi qu'Amsterdam et Londres, vont favoriser le commerce, alors que celui-ci était encore mal perçu ailleurs. Cette ouverture va encourager le développement économique. La réforme également protestante, vous la connaissez celle-là, du XVIe siècle, bien que non limitée aux villes, a aussi influencé les mentalités, selon certains, a contribué à l'essor du capitalisme mercantile. Le protestantisme, notamment à travers les idées de Calvin, a proposé un système moral qui valorisait l'engagement dans le travail et les responsabilités, se révélant ainsi en phase avec la nécessité du commerce et du crédit. Il va y avoir un autre argument qui est un système moral et adapté à l'économie marchande. Donc l'auteur lui suggère que la réforme a permis de développer un système moral mieux adapté à la croissance économique que les enseignements catholiques traditionnels. Donc c'est le combat protestantisme catholique. Les marchands de Londres et d'Amsterdam, grâce à ce cadre moral, ont pu instaurer un climat de confiance avec des partenaires d'autres villes, atteignant ainsi une échelle d'opération que des places comme Venise ou Florence n'avaient pas su atteindre. Bien que d'autres facteurs aient influencé ces différences de succès, ce système moral a permis au commerce de fonctionner de manière autonome et a fourni aux marchands un socle éthique leur permettant de persévérer malgré les critiques extérieures. Il y a également les valeurs protestantes, en particulier, qui se sont révélées compatibles avec les principes capitalistes, notamment en promouvant une éthique de travail et de responsabilité. Ce qu'il faut savoir chez les protestants, c'est que quand on était riche, on le disait à l'époque, on le dit toujours, c'est qu'on était adoubé de Dieu, on était validé de Dieu, et Dieu nous considérait, et c'est pour cela qu'il nous donnait une telle richesse. Par ailleurs, le commerce international a joué un rôle crucial dans l'évolution des mœurs vers une société plus libérale et moins empreinte de féodalité.
Des innovations telles que des lettres de change ont facilité les transactions et les transferts de fonds, tandis que les assurances ont introduit des mécanismes de gestion des risques en milieu urbain. De plus, des changements dans la fiscalité ou l'imposition a remplacé progressivement la confiscation ont également encouragé l'accumulation du capital et les investissements. Alors la comptabilité en partie double et l'association économique, au-delà des liens de parenté, sont autant d'éléments qui ont contribué à l'essor d'une économie marchande dynamique. Donc en conclusion, on le voit, la diversité politique et religieuse de l'Europe, associée à des évolutions morales et institutionnelles, a jeté les bases d'un développement économique en ouvrant la voie à une ère de prospérité capitaliste. Il y a également un point très important, qui est le rôle des corporations dans la croissance de l'Occident. Donc les corporations, elles, vont jouer un rôle essentiel dans la croissance économique de l'Occident, notamment à travers la création de structures organisationnelles économiques inspirées de la hiérarchie militaire, des gouvernements et même de l'Église. Ces corporations multinationales d'une ampleur considérable sont devenues de véritables piliers de l'économie occidentale. L'auteur retrace les racines des corporations modernes jusqu'à l'Empire romain, où existaient des associations et des groupements de marchands, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières. De même, les guildes médiévales en Europe du Nord, comme autour de la Méditerranée, ont constitué les premières formes de structures corporatives, bien qu'elles soient restées tributaires des États-nations. Avec le temps, les corporations ont évolué vers des sociétés commerciales agréées, dont beaucoup ont joué un rôle majeur dans les entreprises de colonisation. Ces sociétés commerciales, grâce à leur puissance économique et organisationnelle, ont facilité l'expansion européenne en exploitant les ressources des colonies. Oh les vilains! L'auteur introduit également la franchise comme un modèle contractuel où un franchisseur permet à un franchisé de distribuer ses produits ou services sous sa marque. Quant aux sociétés par action, elles se distinguaient par leur structure de capital. Les actionnaires souscrivent des actions qui leur confèrent des droits financiers et sociaux représentant un modèle essentiel de l'économie de marché moderne. Les lois sur les sociétés, qu'il s'agisse de sociétés enregistrées, donc à responsabilité limitée pour ceux qui s'y connaissent un peu, ou de sociétés générales, en non collectif, sont devenus des éléments fondamentaux dans le droit des affaires. Leur diffusion amorcée dès le XIXe siècle a permis de standardiser les règles régissant la création et la responsabilité des entreprises, favorisant ainsi le commerce et l'entrepreneuriat à l'échelle mondiale. C'est ça qui va contribuer à l'enrichissement de l'Occident. Au XXe siècle, la libéralisation de ces lois a encore facilité la création d'entreprises en assouplissant les régulations permettant à un plus grand nombre d'entrepreneurs d'accéder aux bénéfices des systèmes corporatifs. Ce processus a contribué à rendre le cadre économique plus dynamique, bien que la complexité grandissante des structures sociétales et économiques ait exigé des systèmes juridiques de plus en plus sophistiqués pour encadrer les responsabilités et les opérations des entreprises. En gros, vérifier que les entreprises ne fassent pas n'importe quoi ou ne fassent pas d'abus. Vous avez un exemple un petit peu avec Rockefeller, qui va se diriger dans la vente de pétrole et qui va vendre du pétrole moins cher pour vouloir récupérer d'autres entreprises et devenir une mégalopole, un monopole au niveau du pétrole. Il y a également un lien entre les sciences et les richesses. Alors, est-ce qu'il y a des scientifiques parmi les spectateurs ? S'il y a des scientifiques qui regardent mes vidéos, eh bien, vous êtes responsable de l'enrichissement. Les sociétés occidentales se sont distinguées par leurs études systématiques de la nature et des phénomènes menés par des spécialistes dans chaque domaine. Les sciences se sont développées dans divers secteurs, notamment dans la médecine, où Louis Pasteur a initié la bactériologie en 1873, et dans la physique avec John Dalton et ses travaux sur l'atome. Alors ce ne sont pas les Dalton avec Avrel, William et Jack, et le célèbre Joe. Ce développement s'est étendu aux industries. Les manufactures comprenant les avantages de la microbiologie ont commencé à investir massivement dans les laboratoires. Et bien évidemment qu'ils voyaient de l'intérêt là-dedans. Entre 1998 et 1918, soit en 20 ans, les États-Unis sont passés de 139 à 553 laboratoires de recherche, illustrant la montée en puissance de la recherche industrielle comme moteur économique.
Outre les avancées microbiologiques, la physique a également marqué cette époque avec des découvertes fondamentales dans l'électricité et le magnétisme. Donc Samuel Morse, qui va créer le Morse, introduit l'électromagnétisme dans la télégraphie, et Edison et Westinghouse permettent le développement de lignes électriques et de moteurs, contribuant ainsi à l'industrialisation rapide de l'Occident. Cette dynamique de concurrence et d'innovation a mené à l'essor de la technologie électrique. Le modèle communiste du bloc de l'Est et explore des idéologies contrastées, influençant les objets et la productivité de leur économie respective. L'Occident, avec sa dynamique de concurrence scientifique entre États, a vu ses gouvernements financer la recherche pour maintenir un avantage comparatif et compétitif. Cela a stimulé une explosion des projets scientifiques et en fin de compte une croissance économique spectaculaire. L'expérimentation de modèles économiques alternatifs a permis à l'Occident d'innover et de s'enrichir. Cette compétitivité économique et scientifique a également encouragé une politique d'assimilation économique dans les pays du tiers-monde. La croissance économique de l'Occident ne s'est pas faite sans bouleversement. Elle a nécessité une société prête à accepter des changements sociaux, politiques profonds. Cette transformation ne s'est pas limitée à l'urbanisation, l'éducation de masse et les médias et les moyens de communication et de transport de masse ont rendu les sociétés occidentales plus instruites et ouvertes aux évolutions rapides. Politiquement, le pouvoir s'est détaché de la monarchie absolue pour être redistribué aux classes moyennes, puis aux classes laborieuses qui ont bénéficié de la croissance économique et ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Tout était bénéfique pour tout le monde, à ce qu'on voit. En économie, cette quête de richesse reposait non seulement sur la production des biens et services, mais sur l'expérimentation et l'innovation. L'Occident s'est démarqué en favorisant une autonomie économique qui a permis le développement de nouvelles méthodes de production, de nouvelles entreprises et de nouvelles relations économiques. Ce modèle de marché, basé sur des récompenses élevées pour l'innovation réussie, a également dissuadé les initiatives infructueuses par le biais de la perte économique. La croissance de l'Occident s'est appuyée sur l'interaction entre la science et l'économie. Les découvertes scientifiques ont été mises au service de l'économie grâce à des institutions spécialisées qui transformaient le savoir en richesse matérielle. La diffusion du pouvoir économique au sein de la société a permis une multiplication des expéditions technologiques, favorisant ainsi l'adoption d'innovations économiques utiles. Cette décentralisation de la recherche scientifique indépendante de l'ingérence politique, a permis la création d'un savoir de plus en plus cohérent sur notre univers. Rien n'indique que les croissances scientifiques et économiques de l'Occident soient prêtes de s'épuiser, tant que les sources fondamentales de cette croissance demeuraient intactes. La perspective de progrès continu reste plausible. De plus, bien que le niveau du bien-être matériel en Occident soit relativement élevé, il subsiste une marge importante pour améliorer encore le niveau de vie. Cependant, il existe des risques dans la quête d'une amélioration continue. Les actions d'aujourd'hui compromettent les possibilités économiques des générations futures. En analysant les sources de la croissance passée, il devient possible de mieux anticiper et minimiser ces risques, assurant ainsi un développement économique durable et une société plus juste et humaine pour l'avenir. Alors ici, la vidéo va se terminer. Mais avant qu'elle se termine, tu penses à aimer, tu partages et tu commentes. Pense à me laisser un petit don si tu veux. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard. Ciao!